3 jours après la nomination de Komisselom Klassou à la primature, les Togolais se prononcent, les uns sur le choix de l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale et les autres sur la composition du prochain gouvernement et sur ses priorités. Des hommes d'affaires marocains en visite au Togo pour nouer des partenariats avec les opérateurs économiques togolais. Ils sont de plus en plus nombreux à s'intéresser au Togo, dont les potentialités économiques attirent des investisseurs de par le monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, ces télégrammes de félicitations qui continuent de parvenir au président de la République suite à sa réélection à la tête du Togo. Les derniers émanent de Dilma Rousseff, présidente de la République fédérative du Brésil, Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, Dr Mulatu Teshome, président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, le Dr Hans Fischer du Bundesrat, du Bundestag, Parlement allemand, la directrice générale de l'UNESCO, Mme Irina Bokova, Gert Nelke, consul honoraire du Togo à Hanovre. Et puis nous avons aussi ce télégramme de félicitations du Dr Bassirat Nahibi Nias, président fondateur de Waele Arselfa Africa. Et pour la fête, la célébration de l'indépendance du Togo, l'anniversaire de l'indépendance du Togo, le télégramme qui a été adressé au président de la République a été envoyé par le docteur Ahmad Mohamed Ali du Islamic Development Bank Group de la Banque islamique de développement. Je le disais en titre, une nouvelle personnalité s'apprête à s'installer dans le fauteuil du Premier ministre au Togo, Komisselom Klassou, nommé vendredi dernier en remplacement de Kwesi Selagoudja Omezounou, va bientôt enfiler son nouveau manteau. Dans les états-majors des partis politiques, naturellement, ce changement d'homme au sein de l'exécutif togolais retient l'attention. Quand même Madi Akakou est allé à la rencontre de certains leaders pour recueillir leurs impressions. Écoutons-les dans ce reportage. Le nouveau locataire de la primature à Komisselom Klassou est bien connu des milieux politiques togolais. Sa nomination vendredi dernier par le président de la République, Faure Issozimina Singbe, suscite bien de réactions. La formation politique au but se félicite de la désignation du Premier ministre Klassou Selom. J'ai la chance de l'avoir eu comme ministre dans le gouvernement lorsque je fus désigné par le général Adéman en 2000 pour conduire le gouvernement de la République. Je peux témoigner de ce que le nouveau Premier ministre est un cadre politique de valeur qui connaît l'histoire de notre pays et c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui recherche dans la qualité dans le travail qu'on lui demande et il a le sens du compromis. Et j'estime qu'avec l'ensemble de ces valeurs, s'il dispose d'une équipe gouvernementale solide, nous pouvons espérer qu'il remplira pleinement la mission de confiance que le chef de l'État vient de lui confier. Monsieur Klassou est quelqu'un qui est connu par l'ensemble des Togolais, connu par les acteurs politiques aussi. Il a été à 2 reprises ministre dans un gouvernement togolais. Il est l'actuel vice-président de l'Assemblée nationale, du bureau de l'Assemblée nationale. Donc c'est quelqu'un qui connaît le Togo. Et nous pensons qu'il fait partie sans aucun doute de la liste des personnes qui auraient pu occuper raisonnablement ce poste-là au lendemain de cette élection. Je connais M. Klassou, donc je sais que c'est un homme jeune, très dynamique. Je crois que le président a fait un choix de jeune, il a fait un choix de quelqu'un qui a eu à diriger dans notre pays le ministère des enseignements primaires et secondaires. On l'a vu à l'œuvre, on sait comment il s'investit, on l'a vu à l'Assemblée. Donc, je pense que le président a des raisons de choisir M. Klassou pour diriger le prochain gouvernement. De nombreux défis attendent le gouvernement Klassou. Les attentes sont grandes et diversifiées. Nous restons persuadés que le prochain gouvernement doit être un gouvernement plus de compétences que de militants. Parce que les chantiers qui sont là sont beaucoup plus des chantiers techniques. Nous pensons qu'il serait intéressant
que ce gouvernement-là s'ouvre sur toutes les forces politiques pour qu'on puisse faire de façon consensuelle les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles. Et nous pensons aussi que aujourd'hui, il faut faire entrer les jeunes. Donc il faut qu'on ait un renouvellement de la classe politique. Nous sommes interpellés par les problèmes de développement, par une jeunesse grouillante qui ne demande qu'à agir et à travailler pour développer ce pays, par des artistes qui ne demandent qu'à produire, par des paysans qui veulent mettre des choses sur le marché, des gens qui veulent innover. Il faut leur donner des possibilités d'agir. Donc le gouvernement, en dehors des problèmes classiques qui sont liés aux travailleurs, aux enseignants, à l'école, à la santé, il y a des innovations qui doivent être faites. Et c'est en cela que je pense que nous pourrons apporter des idées. Il y a un certain nombre de problèmes sociaux aujourd'hui auxquels le gouvernement doit rapidement répondre, trouver des réponses pour le bonheur des Togolais, pour leur épanouissement et pour également de toute façon recréer la confiance, parce que sans la confiance, rien de beau et de grand ne peut se construire. Et je pense quand même que le chef de l'État a vu juste. Mais maintenant, c'est la traduction donc de cette volonté exprimée par le chef de l'État que les Togolais attendent à travers le nouveau gouvernement qui sera mis en place. Ces formations politiques se sont aussi prononcées sur leur éventuelle participation au prochain gouvernement. Si le Premier ministre donc invite au but à la table de discussion, en tout cas, nous serons présents pour aller l'écouter et savoir quelle est la vision de sa mission et également avec quelle équipe d'hommes et de femmes il entend honorer la confiance du chef de l'État. Et Nouveau Regard a dit pendant la campagne que s'il était appelé à jouer un rôle, il le jouerait. Et donc, par conséquent, le problème pour nous n'est pas seulement le poste de ministre, c'est tout ce qu'il faut faire pour que le pays avance. Il revient à celui qui a gagné les élections et qui a obtenu quasiment le soutien de l'ensemble de la communauté nationale et internationale de décider de l'orientation qu'il veut donner à ce gouvernement. Lors de la campagne, nous avons entendu régulièrement parler de main tendue. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas de position tranchée. Il s'agira le moment venu, puisque nous n'avons pas été consultés à ce jour. Il s'agira, si nous sommes consultés, de voir exactement qu'est-ce qu'on met dans le gouvernement qui arrive, parce que les chantiers sont immenses. Les élections n'ont pas fait que la question de la fraude sociale et des problèmes sociaux est disparue, la question de l'emploi est toujours là, les questions des réformes sont toujours là, les questions concernant la décentralisation et les élections locales sont là. Donc le chantier est grand et en fonction de ce qui pourrait être proposé aux différents partis de l'opposition, y compris le NET, nous donnerons notre position. Les regards sont donc tournés vers le nouveau chef du gouvernement qui, selon l'usage, doit procéder à des consultations avant de sortir la liste de sa future équipe gouvernementale. Le Togolais lambda suit lui aussi de très près l'évolution de l'actualité politique nationale. Le nouveau Premier ministre connu, quel gouvernement doit-il former pour gérer les affaires publiques durant les années à venir? Quels doivent être les profils de ses membres et à quoi doivent-ils s'atteler en priorité? Voilà des questions que Pierre Soussoukou a posées cet après-midi à des compatriotes dans les rues de Lomé. Nous les écoutons dans ce reportage. L'image est à la une des journaux parus ce lundi. C'est l'homme Komi Klassou, désormais locataire de la primature. La nouvelle est connue depuis le 5 juin. Aussi bien dans les ménages que dans les rues, les spéculations vont bon train autour de la composition du prochain gouvernement. On désire avoir un gouvernement d'union. Parce que gouvernement d'union, c'est ça qui peut au moins prôner la réconciliation que le président de la République disait et tout ce que les anciens ministres ou bien le message qui véhiculait, c'est la réconciliation. Avec le gouvernement d'union là, au moins on peut espérer la réconciliation comme cela se doit. Il faut que le Premier ministre puisse former un gouvernement d'union nationale pour travailler main dans la main et pour que le Togo puisse avancer. Gouvernement de large ouverture ou d'union nationale, le sujet n'est pas appréhendé de la même manière. Certains estiment que le pays a plus besoin des technocrates. En fait, nous avons besoin des gens capables
C'est-à-dire, on dit gouvernement d'union nationale, il faut faire tout et tout pour que les membres de tel parti puissent faire partie du gouvernement. En fait, moi je ne trouve pas que c'est vraiment ça. Ceux qui peuvent travailler, hein, l'homme qu'il faut, au poste qu'il faut. Donc, si c'est dans les partis d'opposition qu'on va trouver les gens capables de travailler, il faut les mettre dedans. Mais c'est dans une île qu'on va trouver, il faut les mettre. Et on a besoin des technocrates, nous avons besoin des gens qui vont travailler pour que vraiment ce pays puisse se développer. Au-delà de tout, demain est porteur d'espoir. Beaucoup de citoyens le pensent. Et les chantiers, les grands travaux ainsi que les projets doivent être perçus dans une continuité pour le bien-être social. Le gouvernement que les Togolais espèrent maintenant, c'est un gouvernement qui peut leur donner un sourire aux lèvres. Il faut de l'emploi, il faut aussi de l'autosuffisance alimentaire. Renforcer le cap des réformes en accentuant non seulement la réconciliation et le processus démocratique, mais aussi créer de la valeur ajoutée, de la richesse. Le nouveau chef du gouvernement et son équipe, ils sont également attendus. Pour exprimer leur reconnaissance à Dieu Tout-Puissant pour avoir permis la tenue d'une élection présidentielle apaisée le 25 avril dernier, les habitants de la ville d'Atakpamé, auxquels se sont joints les responsables administratifs et politiques de la région, ont élevé à l'unisson leur prière à l'occasion d'une journée d'action de grâce au stade municipal. Nous verrons les images de cette séance de prière de chant dans quelques instants. Le comité de direction du projet COSCAP UEMOA tient sa 11e réunion à Lomé. COSCAP UEMOA est un projet coopératif chargé de la supervision et du maintien de la sécurité aérienne dans les 8 États membres de l'UEMOA plus la Mauritanie. Les pays concernés veulent instaurer dans leurs espaces respectifs et collectifs un système de aérien sûr, ordonné, efficace et durable capable d'accompagner les initiatives de développement socio-économique dans la sous-région. Reportage Eric Djani pour Antoinette Romao Vovo. La supervision de la sécurité de l'aviation civile dans l'espace UEMOA, une fois encore, au cœur des préoccupations. À Lomé, les experts du comité de direction du projet COSCAP se sont retrouvés pour examiner les questions usuelles en rapport avec les activités définies pour la période transitoire. De quoi accélérer le processus de mutation du projet COSCAP en agence. En matière d'inspection, au lieu que les États se fassent les inspections individuellement, il faut se regrouper dans une agence. Une agence qui va avoir à son sein un regroupement de compétences d'experts en navigabilité, ce qui permet d'être plus efficace encore. Et il fallait, en matière communautaire, avoir le même langage. Ensuite, au-delà du code, il y a eu des règlements d'exécution qui sont déclinés à partir de ce code et qui permettent aussi bien à l'exploitation technique, à la navigabilité, aux licences du personnel et la sécurité et supervision, certification des aérodromes, d'avoir un référentiel. Ainsi, quand on quitte le Togo, on va à Côte d'Ivoire, on va en Mauritanie, c'est le même langage aéronautique. Le gouvernement se félicite du choix de Lomé pour abriter la présente rencontre. L'occasion de saluer le travail qu'effectuent les experts pour assurer la navigation aérienne dans l'espace communautaire. Il vous revient à présent, à la fois en tant qu'organe communautaire, d'impulsion et de coordination, et en tant qu'autorité nationale de l'aviation civile de nos États respectifs, de soutenir la mise en œuvre diligente du processus de démarrage des activités de l'agence communautaire de supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile des États membres de l'UEMOA et en premier lieu de convenir de la continuité souhaitable des activités en vue d'asseoir une transition réussie et de bonne base pour l'ASCAC. La création de cette agence communautaire dont la prérogative revient au chef d'État des 8 pays membres et la Mauritanie traduit l'engagement des États de l'Union à relever ensemble le défi d'un système de transport aérien sûr et efficace. Économie à présent, le Maroc a décidé depuis quelque temps d'intensifier ses actions dans les domaines économiques et commerciaux en direction de l'Afrique subsaharienne. À l'heure où le roi du Maroc, Mohamed VI, en tournée sur le continent, multiplie les signatures de conventions de financement dans divers domaines,
Les opérateurs économiques de son pays, eux, prennent la direction de pays à économie émergente dans l'optique de nouer des partenariats. Un groupe de ces investisseurs est ainsi en visite de prospection au Togo. Sous la direction de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, ils vont échanger avec les opérateurs économiques locaux sur les opportunités d'affaires qu'offre notre pays et les possibilités de coopération avec les entrepreneurs togolais. Reportage d'Andjouma Ali, Carmen Madje Akapo. L'environnement des affaires au Togo offre aujourd'hui de nombreux avantages et donc attire de plus en plus des investisseurs étrangers. Des opérateurs économiques marocains de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc sont à Lomé pour étudier les possibilités d'une éventuelle coopération économique entre les secteurs privés du Togo et du Maroc. Les opportunités d'affaires existent bel et bien. Une croissance économique en réelle progression, 6% environ, richesse agricole et minière, infrastructures maritimes, routières et aéroportuaires propices aux transactions commerciales. Ce que nous essayons de faire au niveau de cette délégation-là, c'est de l'investissement sur des opportunités, notamment dans le secteur agricole, dans le secteur des infrastructures, dans le secteur, si vous voulez, des TIC, etc., pour essayer, je dirais, d'encourager les entreprises marocaines à venir travailler avec des opérateurs partenaires togolais et essayer surtout de faire que le Togo se développe de plus en plus rapidement. Pour la Chambre du commerce et d'industrie du Togo, cette alliance stratégique entre le Togo et le Maroc va favoriser la mise en œuvre des politiques de promotion des PME-PMI. Nous avons besoin que les partenaires viennent, qu'ils regardent, et surtout les plans agricoles. Nous avons besoin des investisseurs pour aider les opérateurs ici à monter des courants d'affaires. Le monde commercial est un monde d'échange. Et quand on découvre de nouvelles choses, on peut à partir de là s'améliorer. Le gouvernement togolais soutient le secteur privé à travers un certain nombre d'initiatives afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle de moteur de développement économique. Le ministre de la promotion du secteur privé en charge du commerce se dit honoré et salue cette démarche économique entre les deux pays. Dans les affaires, c'est toujours bon de rencontrer les autres pays, les autres opérateurs économiques du monde pour échanger, pour voir ce qui se passe aussi chez eux. Aujourd'hui, avec les opérateurs économiques qui viennent, nous espérons qu'il y en a qui vont s'intéresser au Togo et venir investir. Des visites dans les différentes entreprises publiques et privées sont inscrites au programme du séjour des opérateurs économiques marocains, et ceci afin de leur permettre de mieux découvrir le marché togolais. Des opérateurs économiques togolais sont à leur tour attendus au Maroc dans quelques jours. Les relations économiques entre le Togo et le Maroc ne datent pas d'aujourd'hui. Basées essentiellement sur le commerce, cette coopération a pris de l'importance ces dernières années avec les visites croisées des opérateurs économiques des deux pays. Le point dans ce document réalisé par Andjouma Ali et Carmen Madje Akapo. Le Togo et le Maroc, deux pays amis depuis les années 60. Cette coopération s'illustre dans le domaine économique notamment par des efforts croissants dans la gestion des aléas du marché international. Le café est le principal produit d'exportation du Togo vers le Maroc et le Maroc exporte vers le Togo des produits essentiellement alimentaires. Ces échanges sont facilités par la présence depuis 2006 d'une compagnie aérienne marocaine au Togo, Royal Air Maroc, un moyen qui jusqu'alors permet le flux des échanges entre les deux pays. En 2013, par exemple, les importations du Maroc vers le Togo étaient estimées à 10 milliards de francs CFA et les exportations du Togo vers le Royaume d'une valeur de 2 milliards. On note également la présence au Togo d'une quinzaine d'entreprises marocaines. On a déjà deux banques marocaines qui sont déjà au Togo et puis c'est pas la première fois que nous invitons le Maroc au Togo. Il y a 3 ans à peu près au niveau de la foire internationale de Lomé, le Maroc était le pays invité d'honneur et ils étaient arrivés avec beaucoup d'opérateurs économiques.
Les échanges commerciaux sont donc au beau fixe et les opportunités qui s'offrent à présent aux investisseurs sont grandes. Le Togo est un pays bien placé pour investir. Notre situation géographique, le port, la stabilité économique et politique, les réformes, notre code des investissements, et il y a tous ces éléments-là d'abord, c'est-à-dire en fait le cadre macroéconomique qui est créé. En dehors de ça, les opportunités, il y en a dans tous les domaines. En matière d'agro-industrie, aujourd'hui, nous cultivons, mais lorsque nous avons des excédents, les excédents sont soit rachetés, soit exportés bruts comme ça, alors que nous avons la possibilité en fait de les transformer. Le coton qui maintenant est en train d'augmenter en capacité, nous avons 113 000 tonnes, mais on a l'ambition d'aller jusqu'à 200 000 tonnes. On peut transformer une partie sur place. Au-delà de la coopération économique, les deux pays entretiennent de très bonnes relations diplomatiques. La présence au Togo d'un consulat du Maroc et les échanges de compétences entre cadres togolais et marocains dans les domaines de la santé, de l'éducation, le génie civil sont des illustrations parfaites de ce partenariat sud-sud. Environnement, depuis quelque temps, la cascade de Pimé dans le Cloto ne compte plus vraiment parmi les sites touristiques de la région des plateaux. Les causes sont à trouver dans la disparition des forêts-galeries qui protégeaient les deux rivières dont les eaux alimentaient la cuvette du barrage qui servait de réservoir à la cascade. Pour permettre la régénérescence de ces forêts, l'ONG RADI, Recherche Action pour le Développement Intégral, a lancé un vaste projet de reboisement de tous les secteurs. Les détails de ce projet et les effets néfastes de la déforestation sur la cascade dans ce reportage signé Yves Agbevivi. Sur les flancs de cette colline servant de rapide d'où chute l'eau de la cascade de Pimé, l'on observe que des traces de cette eau. La cascade de Pimé en juin 2015 a presque disparu et les causes, on les retrouve dans les forêts riveraines de la cuvette du barrage aménagée en amont de la cascade. Les forêts-galeries protectrices des deux rivières qui alimentent la cascade sont détruites par les populations. La dégradation de l'environnement sur cette montagne est due aux effets anthropiques, à l'abattage anarchique des arbres et au feu de brousse. Les cultures vont jusque dans le lit des deux rivières. Ces effets anthropiques sur le milieu, sur la dégradation de l'environnement, est d'abord l'irrégularité des pluies, ce qui amène peu de pluie dans la région, et aussi la quantité d'eau qui arrive dans la cuvette du barrage diminue au fur et à mesure. Là où nous sommes, si effectivement il y avait assez de pluie dans la saison, nous ne pouvons pas tenir ici. Nous serons mouillés parce que nous sommes au pied de la montagne, mais à l'heure actuelle, il y a voilà cette lamelle d'eau qui chuinte, je dirais, par ces roches parce qu'il n'y a pas d'eau dans la cuvette. Pour résoudre le problème et redonner vie aux rivières, le sous-projet Restauration et protection des forêts riveraines de la cuvette du barrage de Pimé a été lancé, un projet initié par l'ONG Recherche Action pour le Développement Intégré, en abrégé RADI. Ou protection va consister à reboiser environ 12 600 plants et aussi à mettre en place un dispositif de protection de l'environnement par des comités anti-feu de brousse. Financé à environ 20 millions de francs CFA, le projet qui sera exécuté par l'ONG RADI a été financé par l'État togolais et le groupe de la Banque mondiale à travers le programme PGICT. Voilà le genre d'action qui doit figurer dans le rapport sur les priorités nationales de l'environnement que le Togo se prépare à soumettre au Fonds mondial pour l'environnement afin de bénéficier de son appui. Ce document qui a déjà été élaboré est axé sur 3 domaines, à savoir les changements climatiques, la dégradation de l'environnement et la biodiversité. Ce lundi, ce document a fait l'objet d'études en vue de sa validation par les acteurs de l'environnement. Reportage d'Odo Waré, Christine Petcheki Aloudé. Les défis environnementaux auxquels font face les pays du monde sont énormes. Le Fonds pour l'environnement mondial FEM est l'un des mécanismes mis en place pour accompagner les États dans la protection de l'environnement. Pour le 6e cycle du financement du FEM, le Togo a défini 6 priorités sur la période 2015-2018 dans 3 domaines: la désertification et la dégradation des terres, le changement climatique et la diversité biologique.
Parmi les 6 priorités, nous avons par domaine thématique 2 priorités. Nous avons 3 domaines thématiques spéciaux que sont, pour le changement climatique, nous avons 2 priorités qui concernent le développement des technologies d'atténuation et d'adaptation et la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques, à savoir la question de vulnérabilité des populations qu'il faut revoir. Dans le domaine de la diversité biologique, il s'agit d'œuvrer pour gérer à mieux les éléments de fragilisation des écosystèmes. Et il y a aussi un 3e aspect qui concerne la gestion durable des terres, où il faudra mettre à l'échelle les bonnes pratiques de gestion durable des terres et de lutter de façon générale pour améliorer la qualité de nos sols. À ces priorités s'ajoutent 4 autres multisectorielles relatives au renforcement de capacités techniques et institutionnelles, à la maîtrise de l'eau et à la promotion de l'entrepreneuriat fondé sur l'exploitation rationnelle des ressources naturelles. Bien avant l'exécution de ces priorités, le document de ces différents projets prioritaires est soumis ici à l'étude et sa validation ouvrira la voie à la phase de développement et de montage de projets. Un petit tour à l'étranger. Au Sénégal, les avocats de Karim Wade font feu de tout bois pour obtenir la libération de leurs clients. La semaine dernière, le groupe de travail des Nations Unies sur les droits de l'homme avait publié un rapport faisant état de la violation de la procédure ayant conduit à la condamnation du fils de l'ancien président sénégalais pour corruption et détournement de deniers publics et avait recommandé sa libération et son indemnisation. Refus catégorique du gouvernement sénégalais qui estime que l'avis du groupe de travail n'est que consultatif et ne peut en aucun cas remettre en cause le droit sénégalais. Les avocats de Karim Wade réclament la libération immédiate de leurs clients, une décision qui intervient après les travaux du groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il estime que l'ancien ministre sénégalais, incarcéré depuis avril 2013, doit faire l'objet d'une réparation intégrale pour détention arbitraire. Chaque minute que Karim Wade restera en prison, cette minute va enregistrer un défi grave que les autorités sénégalaises manifestent à l'endroit d'une institution aussi importante, aussi remarquable que les Nations Unies. Le groupe de travail des Nations Unies a plusieurs résolutions, 1991/42, 1997/50, 15/8, 24/7 et 2006/102. C'est par ces mandats et ces résolutions que le groupe de travail agit au nom et pour le compte de l'Organisation des Nations Unies. Le porte-parole du gouvernement conteste la légitimité de ce groupe de travail. Selon Omar Youm, l'avis de ce groupe n'est que consultatif. Il est clairement dit dans la fiche d'information numéro 26 qui encadre la mission et l'exercice de la mission du groupe de travail que ce groupe de travail n'est pas là pour se substituer aux juridictions nationales, particulièrement les juridictions d'appel. Et tout le monde sait que le cas de Karim Wade a dépassé la phase de détention. Nous sommes dans une phase d'emprisonnement justifiée par une décision de justice régulièrement rendue par les juridictions souveraines de l'État du Sénégal. Donc je pense que dans ce contexte, rendre un avis de cette nature pour dire que la détention de Karim Wade est une détention arbitraire me paraît être quand même extrêmement osé. Parmi les griefs retenus par le groupe de travail de l'ONU, la durée abusive de la détention préventive de Karim Wade. Le collectif des avocats de l'ancien ministre souhaite aujourd'hui une application complète des recommandations du groupe de travail des Nations Unies. Et cette journée d'action de grâce qui s'est tenue hier au stade municipal d'Atakpamé dont je parlais tantôt, elle a été animée par les pasteurs de l'organisation chrétienne dénommée Corps du Christ à l'initiative des responsables politiques et administratifs de la région. Il s'agit pour eux de remercier Dieu pour avoir favorisé la tenue d'une élection présidentielle sans violence le 25 avril dernier au Togo. Le chef de l'État y était représenté par le premier vice-président du parti Union pour la République, Yves Agbelivi. Des applaudissements qui résonnent du creux des mains, sortent de paroles, expression du fond de cœur des Togolais réunis au stade municipal d'Atakpamé. Un merci dit au Créateur pour avoir protégé le pays. Le processus de désignation du premier dignitaire chef de l'État
le 25 avril 2015, a connu un climat de paix. Une paix qui s'est étendue à ce jour et qui doit être continuelle. C'est ce que les organisateurs de la prière de remerciement à Dieu et des autorités ministérielles, des partis politiques et les populations ont souhaité et célébré à cette rencontre à Tapamé ce 7 juin 2015. Une rencontre à laquelle le premier vice-président de l'UNI a représenté le chef de l'État, Faure Zinglagna Singbe. La rencontre de ce soir vraiment est très capitale parce que c'est l'histoire de toute une nation. Plusieurs endroits, quand il y a des élections, nous voyons dans les télés ce qui se passe. Des gens fuient, des gens quittent leur pays, les gens abandonnent leur foyer. Les gens ne peuvent plus vaquer à leurs préoccupations. Mais ici, le corps de Christ, uni comme un seul homme, avait prié. Et nous avons vu que Dieu a exaucé. C'est pourquoi ce soir, c'est très important qu'on se retrouve pour lui remercier. La paix, un produit cher et recherché partout dans le monde, oui, les Togolais l'ont compris et rendent grâce à Dieu pour l'avoir favorisé au Togo. Avant son intervention, tirée de Luc 17, versets 11 à 19, le pasteur Larrey a prié pour les Togolais et leurs dirigeants. Se fondant sur le récit des 10 lépreux guéris par Jésus et dont un seul est revenu dire merci, le pasteur a invité tous à être reconnaissants envers Dieu, à qui tous doivent se sentir redevables, car ce qu'il a fait et continue de faire pour le pays est incommensurable. Une attitude de pardon, d'acceptation, de justice et de fidélité dans la bonne collaboration avec les dirigeants du pays. Ce sont entre autres les nouvelles attitudes que doivent adopter les Togolais et le corps de Christ a prié pour les Togolais et leurs dirigeants, de même que pour la prospérité du pays. Comme le seul Samaritain lépreux qui est retourné dire merci à Jésus, cette rencontre, selon les organisateurs, est un retour vers Dieu pour lui dire merci pour ce qu'il a fait pour les Togolais. Sport, tennis, le tournoi de Roland-Garros a connu son épilogue hier à Paris avec la brillante victoire du Suisse Stanislas Wawrinka. Il a battu le numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic, que l'on disait pourtant grand favori de la compétition par 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. À 30 ans, le Suisse remporte ainsi sa deuxième finale de Grand Chelem 15 mois après sa victoire sur Rafael Nadal, une autre grande figure du tennis mondial à l'Open d'Australie. La veille, samedi, c'est l'américaine Serena Williams qui a triomphé de la tchèque Lucie Sarapova. Troisième sacre à Roland-Garros pour la reine des cours de tennis qu'elle a savouré sans modération. De la place de son armoire à trophées. Troisième sacre à Roland-Garros, 20e titre du Grand Chelem à 2 unités du record de Steffi Graf. Un bonheur exprimé en français. Je ne joue pas très bien tout le temps, mais je suis très contente de gagner le 20e ici à tout le public. C'est magnifique pour moi. Merci beaucoup. Serena Williams a d'abord survolé cette finale. Multipliant les accélérations foudroyantes. Menée 6-3, 4-1, Lucie Safarova, 13e mondiale, se libère enfin. La Tchèque, qui n'a jamais battu sa rivale, arrache le deuxième set au tie-break. La numéro 1 mondiale réveille alors son instinct guerrier. 6-3, 6-7, 6-2. L'Américaine tombe dans les bras de son entraîneur français, Patrick Mouratoglou. Depuis le début de leur collaboration il y a 3 ans, elle a gagné 7 des 12 tournois du Grand Chelem qu'elle a disputés. Quelques minutes plus tard, dans l'intimité du vestiaire, la patronne du circuit savoure son triomphe avec ses proches. Grippée ces derniers jours, Serena Williams a encore montré une détermination hors du commun. À bientôt 34 ans, son appétit de victoire est intact. Plus de sport dans le magazine des sports qui vous sera présenté dans une demi-heure environ par Alfred Kolani. Merci de nous avoir suivis. Isidore Koubatine, lui, reviendra à 22h30 pour notre dernière édition du jour. Au revoir.